ne serai pas là. Papa, je t'aime. Mon papa adoré, tu es super pour moi. Je t'aime et je t'adore. Vraiment, nous les aimons et nous leur devons notre salut. Bonjour à tous. C'est avec la voix de ces figures innocentes que nous vous souhaitons bienvenue à ce nouveau numéro de ce magazine des enfants. Aujourd'hui, les hommes sont à l'honneur. Nous allons parler de l'autorité du père. Cette autorité, comment se traduit-elle dans le soutien psychologique et éducatif de l'enfant? Nous aurons à écouter des poèmes, des chants, des témoignages. Découvrons tous ensemble. Papa, quand je fais des bêtises et que tu fais ta grosse voix, j'ai un peu peur de toi. Mais au moment où tu mets ma petite main dans la tienne, je suis plus fière qu'un roi ou qu'une reine. Papa, je t'adore, je t'aime. Que représente un papa pour un enfant? Nous avons reçu l'avis de notre spécialiste, Dr Oladoku Olakemi, épouse Choki, qui nous est parvenue par le truchement d'une note vocale. Elle n'est pas au pays. Écoutons. Le père représente une figure d'autorité essentielle. Il représente un peu la loi. Il sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il s'érige un peu en juge au sein de la famille. Et de là, il donne un peu les armes aux enfants, même à la femme, pour affronter le monde extérieur. C'est lui qui sécurise la famille. Donc, il joue un peu le rôle de barrière, parfois même entre la relation fusionnelle qui lie l'enfant à la mère. C'est lui qui dit à un moment donné à l'enfant, bon, ça suffit comme ça, ici, là, c'est la frontière. Ça permet à l'enfant de connaître ses limites. Ça permet à l'enfant de construire son autonomie, d'apprendre à être responsable. Le père devient aussi un modèle. Lorsqu'on va même au niveau du complexe d'Oedipe, on trouve même que le papa joue le rôle de l'interdit. Que ce soit pour le garçon ou que pour la fille, il doit jouer quand même ce rôle de barrière pour que la relation fusionnelle ne déborde pas. Mais lorsqu'il s'agit du garçon, il va plus loin. Quand on prend le complexe d'Oedipe comme référence, on comprend bien que le père, il donne les limites. Et pour la fille même, la fille idéalise le père. Elle sera attirée par ce qu'elle a vu faire, par l'homme qui a servi d'exemple. Donc, ça reste toujours un modèle, que ce soit pour le garçon, que ce soit pour la fille. De ce fait, la charge psychologique du père n'est vraiment pas moindre. Donc, le père, si on comprend qui il est pour l'enfant, on comprend donc facilement comment est-ce qu'il peut motiver l'enfant. Et s'il arrive à jouer ce rôle-là, comme cela se doit, l'enfant comprend où est sa limite, qu'est-ce que je peux avoir chez mon père. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut être un père assez fermé pour que les enfants ne puissent pas avoir accès à vous. Parce qu'il faut aussi une fluidité au niveau de la communication entre père et fils ou père et fille. C'est ça qui peut permettre au père de chercher à connaître sa progéniture, de pouvoir répertorier ce qui est déjà bien chez l'enfant, ce que l'enfant est capable de faire, ce que l'enfant est incapable de faire et de l'accepter aussi. Parce qu'il ne rime à rien d'accepter certains côtés de son enfant et de refuser certains défauts et donc de commencer par là, par flageller l'enfant et donc la motivation qu'on recherche sera mise en branle. Donc c'est intéressant aussi que le père apprenne à l'enfant à fixer des objectifs réalistes par rapport à ce que l'enfant est capable de faire, par rapport à ses aptitudes, par rapport à ses compétences, par rapport à ses talents. Donc, connaître suffisamment son enfant sur le plan personnel, sur le plan psychologique, le fonctionnement psychique, d'être attentionné. Une mère, elle est attentionnée, elle est très affectueuse, mais cela n'interdit pas non plus que le père puisse être aussi attentionné, observateur. Aussi, le père se doit de responsabiliser l'enfant très tôt par rapport à certaines tâches, en tenant bien sûr compte de son âge. Et créer aussi un environnement où l'enfant se sent aimé, où l'enfant se sent accepté, où l'enfant connaît aussi les limites. C'est très important que l'enfant connaisse les limites. Ça ne le qualifie pas de rigide. C'est toujours dans la construction psychologique de l'enfant qu'il faut aussi apprendre à ce dernier à connaître ses limites.
Le père, malgré sa position d'autorité de la maison, arrive-t-il à comprendre son enfant lorsqu'il est en erreur? L'autorité qu'un parent a, c'est l'ensemble des moyens dont dispose un parent pour mener à bien l'éducation de son enfant. Alors là, qu'est-ce que moi j'utilise pour pouvoir motiver mes enfants? C'est que d'abord, j'ai l'amour pour lui et après cela, j'essaie de le comprendre dans ces différents problèmes qu'il traverse. Et par exemple, lorsque l'enfant sort, il revient et il a une difficulté en tant que père et il m'aborde, tout de suite je fais tout pour le comprendre. Il faut vraiment encourager l'enfant dans les bons moments comme dans les mauvais moments. L'enfant souvent c'est quoi? Peut-être parfois il a eu une mauvaise conduite, il a eu une mauvaise note à l'école, un mauvais résultat, il est en échec scolaire. Il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant. Il faut rechercher les faiblesses de son enfant. Exemple, parfois on peut se rendre compte qu'il y a certains enfants qui sont de nature calme. L'enfant, il est calme et peut-être vous rentrez à la maison, vous voyez que l'enfant s'amusait avec un autre enfant et la maman de l'autre enfant dit « Mais non, ton enfant, il est violent. Il a frappé mon enfant. » Vous prenez un peu de recul, vous vous excusez, vous dites « Ah, ce sont les enfants. » Mais vous allez vous demander « Viens, papa ne va pas te taper. Qu'est-ce qui s'est passé? » L'enfant va donner son point de vue. « Ah, donc il te faisait ça peut-être depuis longtemps et pourquoi tu n'en as pas parlé? » Il faut parler. On ne résout pas les choses par la violence. Vous voyez un peu, au lieu de tomber sur l'enfant, de peut-être de le frapper ou de ne pas le comprendre, il faut savoir comment corriger, rectifier les choses. Aussi, si c'est au niveau des résultats scolaires, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne comprends pas le cours en classe? Peut-être il y a des enfants, ils ne voient même pas bien. C'est là où les parents décèlent que l'enfant, on l'a positionné à un endroit de la classe où il ne voit pas, où l'enfant il n'entend pas parce que la lumière dans la classe n'est pas aussi ça. Et c'est là où on décèle des problèmes dus à certains enfants et on comprend que c'est ça qui est à la base de l'échec scolaire parce que l'enfant n'arrive pas à copier et il est peut-être timide, il est intimidé peut-être par ses amis, peut-être par le professeur qui crie, il y a peut-être cet environnement ou peut-être plein de choses qui entre en compte. Peut-être l'enfant est déjà un enfant angoissé pour plusieurs raisons, peut-être dû à sa conception, à sa naissance, à des événements familiaux, à des interactions, voilà. Donc, il faut toujours creuser et comprendre l'enfant. La correction, c'est toujours bon. L'enfant, il aime quand il comprend le pourquoi on l'a corrigé. Lorsque l'enfant jette quelque chose, il jette un aliment par terre, tu tapes l'enfant, tu dis « ça, on ne jette pas par terre ». Et l'enfant comprend le pourquoi on l'a frappé. Parfois, il nous arrive de frapper les enfants et parfois même de corriger plus que l'erreur ou plus que la faute et de ne pas expliquer à l'enfant aussi le pourquoi on l'a frappé. Et ce sont des choses qui peuvent causer des dommages, des traumas, des séquelles et qui peuvent aussi rester sur l'enfant et causer encore d'autres problèmes psychologiques, avoir des répercussions sur d'autres aspects de la vie de cet enfant. Aimables téléspectateurs, il nous faut indubitablement retenir que le père doit user de son autorité avec tact. Sinon, les limites seront ébranlées et lorsqu'elles s'ébranlent, tout branle. Nous abordons maintenant l'aspect éducatif du soutien du papa. Écoutons ce que M. Achrimi fait et Dr Oladoku viendra renchérir. Si je peux prendre l'exemple d'un cultivateur qui prend sa roue, va au champ, il défriche le champ et il a un objectif, c'est que à la fin qu'il puisse avoir une récolte abondante. Et là, pour atteindre ses objectifs, il y a certaines choses que le cultivateur doit faire. Et c'est la même chose pour l'éducation des enfants. Donc, moi, j'investis l'argent, surtout au début de l'année, les frais de scolarisation, les cahiers, tout ceci, même le transport, ce que les enfants vont manger, etc. Alors, je fais ceci dans le but d'avoir un résultat satisfaisant à la fin de l'année. Lorsque j'investis dans la scolarisation de mon enfant, et je laisse tout à la portée des enseignants, par exemple, je pense que le résultat ne sera pas satisfaisant. Et je suis en contact direct à chaque fois avec
les éducateurs de mon enfant, soit par coup de téléphone, soit moi-même, je me présente en face d'eux pour demander si vraiment l'apprenant que j'ai amené, il arrive à tenir. S'il arrive, Dieu merci. Et s'il n'arrive pas, quels sont les moyens? Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour pouvoir le motiver à pouvoir y arriver? Le soutien éducatif va au-delà de la scolarisation, puisque l'éducation en elle-même, c'est l'apprentissage et le développement de tout ce qui est faculté intellectuelle, morale, physique, des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir et des résultats qui en découlent. La preuve est que lorsque un individu dans la société respecte certaines normes sociétales, se conduit très bien, on dit « Ah, il a une bonne éducation ». Donc, il y a le résultat qui vient confirmer le fait qu'il y a eu une bonne éducation. Comme une dame a eu à me le dire, ce n'est pas l'argent qui garantit la réussite scolaire de l'enfant. Parce que si c'était le cas, tous les enfants des riches devaient réussir dardard. Pour dire que le père joue un grand rôle dans la réussite de son enfant. Le père, il est le chef de famille. Il est le garant du foyer. C'est lui qui doit apporter une sécurité financière. Notre système éducatif nous permet d'accéder aux cours primaires gratuitement à l'école. Mais plus l'enfant évolue, plus c'est de l'argent. Donc, il faut les moyens financiers, il faut un équilibre psychologique, il faut une harmonie au sein du foyer dont le père est le garant. Il faut un environnement sécurisant, rassurant. Il faut aussi que le père soit en lien avec le corps enseignant. L'enfant passe beaucoup de temps à l'école, plus qu'à la maison, mais cela n'empêche que l'école doit suppléer au rôle du père. Pour dire que le père doit travailler de concert avec le système éducatif pour s'enquérir de l'évolution de l'enfant, pour s'enquérir du comportement de son enfant à l'école, comparer ceci avec ce qui se passe à la maison, être présent dans la vie des enfants. Les enfants sont une grande responsabilité, rappelons-le. Pour faire un enfant, il faut vraiment s'asseoir et tout planifier en fait. Les réunions de parents d'élèves, il faut y participer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ne participent pas. Il faut vérifier le cahier de ces enfants. Est-ce que mes enfants recopient vraiment les cours? Les enfants sont capables de tout aujourd'hui. Surtout quand ils sont préadolescents ou adolescents, ça ment, ça veut s'ériger en chef, ça veut s'ériger en adulte. Donc, il faut aller contrôler dans le respect aussi. Il ne faut pas brimer aussi l'intimité de l'enfant. Donc, vous voyez, tout ceci, c'est dit avec des mots, mais dans la pratique, c'est compliqué. Et il faut aller avec tact. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des accrochages pour dire non à l'autorité du père, mais il faut savoir tenir, il faut jouer son rôle. Il ne faut pas être le papa qui soit le copain de l'enfant au point où l'enfant ne reconnaît plus les limites. Les limites sont vraiment ébranlées, les limites n'existent plus. Non, tu peux être un bon papa et tu peux être un bon copain de ton fils, être à l'écoute et savoir mettre aussi les limites pour que l'enfant puisse réussir, pour que l'enfant puisse être épanoui. Pour éclore le talent vocationnel de son enfant, le papa doit se faire le devoir de connaître ce dernier. Mais comment? Écoutons. Mon enfant, lorsque j'investis, je fais tout ceci pour l'accompagner. D'abord, je suis mon enfant. Je vois sa réaction quotidienne. Mon enfant, par exemple, quand tu lui donnes l'argent pour aller manger, elle fait tout et tout pour garder une partie. Elle achète des aiguilles que les couturières utilisent. Quand elle revient, elle se met à côté, elle est en train de coudre l'habit pour sa poupée. Alors là, je dis, l'enfant là, est-ce qu'elle n'est pas en train de développer quelque chose ça? Et rapidement, je dis à sa maman, il va falloir qu'on oriente cet enfant. Pendant les vacances comme ça, allez, on l'inscrit dans un centre où rapidement elle commence vacances utiles dans la couture. Et ça, vraiment, ça a beaucoup aidé mon enfant. Si c'était un garçon, c'est la même chose, j'allais faire et je le suis et je vois que, bon,
dans ce domaine-là, je vois que mon enfant a plus d'orientation vers là, alors là, je vais l'aider et je cherche un centre. Pour le moment, comme il est élève, il est petit, alors pendant les vacances, je peux l'inscrire là-bas. Et quand il va évoluer dans son cursus scolaire, il a atteint un niveau, alors rapidement, s'il faut l'orienter vers ce métier-là, je le fais. Le choix vocationnel est constitué d'une série de décisions interreliées qui débutent dès le jeune âge et se poursuivent tout au long de la vie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et plus l'enfant évolue, plus les choses peuvent changer, plus la situation socio-économique des parents peut évoluer. Il faut déjà chercher à connaître l'enfant. Et quand je dis connaître l'enfant, ce n'est pas juste qu'est-ce que l'enfant va manger, qu'est-ce que l'enfant porte. Ça va plus au-delà de ça. C'est une sorte d'écoute. Il faut écouter l'enfant. Et l'écoute, ce n'est pas que l'organe oreille qui est mis en jeu. Il y a aussi les yeux pour observer son enfant. Il y a aussi le cœur pour pouvoir développer une certaine empathie, une bienveillance envers son enfant. Et tout ceci entre dans l'écoute. Et donc, vous êtes là, vous observez l'enfant, vous vous dites à un moment donné, ah mais tiens, mon enfant, il a une oreille musicale, il aime beaucoup la natation, il aime le basket. Mon enfant, il est fort dans les sciences naturelles. Mon enfant, il est très fort dans PCT, physique, chimie. Il a de très bonnes notes et je sens qu'il est passionné. Mais qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Et c'est là que je commence à discuter avec l'enfant. On commence à suivre l'enfant. On commence parfois même à vouloir confirmer ou infirmer ce que nous sommes en train de regarder, de voir venir. Peut-être on lui achète des jouets, voilà, un piano, une guitare. Peut-être on l'inscrit à un cours de musique, à un cours de sport. Peut-être on l'inscrit aussi à des cours extra où on prend un répétiteur pour pouvoir encore peaufiner tout ce qui est lié à ce qu'il aime faire, pour pouvoir chercher à éclore les talents cachés. Parce qu'il faut, avec le concours de l'enfant, détecter ses talents, répertorier ses talents et d'un commun accord, vous êtes le parent, vous êtes le guide, le papa. Donc, vous saurez comment aider l'enfant parce que vous restez l'adulte, mais vous avez besoin du concours de votre enfant pour l'aider à savoir ce qu'il veut faire et non lui imposer ou ne pas le laisser éclore. Laisser l'enfant éclore aussi, ça ne veut pas dire le laisser aller dans tous les sens du terme. Raison pour laquelle plutôt on a parlé du rôle du père, du rôle de barrière, le papa qui doit mettre les limites à un moment donné. Et ces limites-là ne sont pas que pour venir fragiliser le développement de l'enfant. Non, c'est aussi un construit, c'est aussi un plus. Ça aide l'enfant à savoir demander la position des parents, aussi les écouter et c'est toujours un échange. Laisser l'enfant développer des talents cachés en lui, c'est lui rendre un grand service. L'école La Sagesse de notre capitale en fait ses preuves. Écoutons ce petit garçon qui a composé lui-même un chant pour son papa. Papa, merci pour m'avoir aimé. Tu es là dans mes nuits. Papa, je t'aime. Papa, tu es là. Papa, tu es là. Tu m'aimes, tu m'aimes. Papa, merci. Tu m'aimes comme tu m'aimes. Je t'écris ce chant pour te dire merci. Je te dis merci. Bonne fête des papas. Bonne fête des papas. Bonne fête des papas. Bonne fête des papas. Un papa est le garant de la sécurité et du bien-être d'un enfant. Cependant, cette responsabilité s'étend-elle jusque dans le choix de son métier? Écoutons l'avis de notre invité et la spécialiste viendra libérer les esprits du doute. Le choix du métier de mon enfant, ce n'est pas quelque chose, par exemple, que moi, parent, je vais imposer à mon enfant. Ça doit être un choix qui vient de lui-même. La preuve, c'est que c'est lui-même qui va exercer ce métier-là plus tard et non moi. Donc, dans ce cas, je laisse la volonté de l'enfant même aller faire son choix. Mais
tout en l'accompagnant, en tenant compte des expériences que moi qui suis papa, j'avais vécues. Je vais tenir compte de ces expériences-là, quand même pour l'orienter, pour le guider. Déjà, dans nos milieux, il faut reconnaître que l'orientation se fait beaucoup plus par les pères, ce que nous avons déjà vu faire, ou parfois les choix que nos amis ont eu à faire, ou encore par ce que certains membres de nos familles ont réalisé et qu'ils ont réussi. J'ai un tonton qui est avocat, qui est très reconnu, donc je m'oriente vers ce choix de métier, ou soit quelqu'un qui est médecin, on les respecte dans la famille, donc je m'identifie, je veux être respectée comme ça, donc je m'oriente vers là. Et parfois aussi, nous avons nos parents qui ont voulu embrasser un corps de métier, mais qui n'ont pas pu le faire. Et donc, on nous oblige... Oui, on nous oblige indirectement, implicitement à choisir ce corps de métier. Mais est-ce que cela correspond à l'enfant? Parfois, ça peut correspondre aussi au choix de l'enfant. Là, c'est bien. Est-ce que c'est ce que l'enfant veut faire? Est-ce que c'est ce dans quoi l'enfant peut s'épanouir? Parce qu'un travail, il faut le faire parce que ça vous rend heureux, parce que ça vous permet d'être autonome, même lorsque vous travaillez parfois et que vous gagnez bien et que l'environnement, le choix du métier ne vous correspond pas. Vous verrez qu'à un moment donné, on remarque des retards au poste, beaucoup de choses qui font que la productivité n'est plus la même. Les parents doivent donc éviter d'imposer à leurs enfants le choix de métier et beaucoup plus les orienter vers des professionnels pour qu'on puisse voir d'un commun accord quelles sont les aptitudes, quelles sont les compétences. L'enfant est motivé par quoi? Parfois, on rencontre des enfants qui n'ont pas la moyenne requise pour pouvoir entrer dans telle ou telle faculté après le baccalauréat. Mais on se rend compte que la motivation que cet enfant a pour pouvoir embrasser ce corps de métier est tellement grande que on voit l'enfant se surpasser et donc faire vraiment des merveilles et réussir dans cette formation qu'il a choisie, qu'il a désirée. Donc vous voyez, parfois les notes peuvent dire le contraire, mais lorsqu'on est en entretien avec l'enfant, lorsqu'on prend en compte d'autres aspects, on se rend compte que l'enfant peut faire autre chose carrément que les parents n'ont pas soupçonné. Du coup, c'est la famille, il y a certains choix qui ne doivent pas causer des brisures au sein de la famille, mais plutôt l'unité. Donc le père est censé maintenir cette unité-là au sein de sa famille. Donc il faut être à l'écoute et trouver un juste milieu. Toujours est-il que chaque parent ne veut que le bien de son enfant. Parfois, les décisions des parents peuvent être mal comprises, mal interprétées pour plusieurs raisons par les enfants, mais il faut faire de telle sorte que les parents puissent passer le bon message et que les enfants puissent être réceptifs dans un environnement paisible pour l'épanouissement de tout un chacun. Poème à tous les papas, pour tous les moments passés ensemble, on joue, on rit, c'est si tendre. Rire et bonheur, tu es ma lumière, éternellement je t'aime, oh mon Père. Chaque jour, tu es là pour moi, un super-héros, c'est toi, c'est vrai. Tu m'apprends la vie, la joie, à chaque instant, tu es mon reflet. Alors, en ce jour plein de douceur, je t'écris ce poème avec mon cœur. À tous les papas, une belle fête, vous êtes formidables et c'est un vrai bonheur. Oh mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Il est si doux quand ton sourire éclaire tout sous notre toit. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi, d'après Maurice Carême. Non, papa. À tous les pères du monde, protecteur et fort dans les tempêtes, ancien sage toujours en tête, porteur de rêves et de rires envoûtants, aimant sans fin pour tous les enfants. Chaque jour vous offrez vos bras pour consoler, pour être là. Votre amour, une étoile qui brille, guide nos pas, éclaire nos familles. Que ce poème vous célèbre, ô Père, pour tous les sacrifices, pour toutes les prières. À vous, héros du quotidien, merci cher papa pour tout sans fin.
Amis des enfants, chers parents, téléspectateurs, nous sommes assez outillés pour œuvrer inlassablement dans le soutien sur le plan tant psychologique qu'éducatif de nos enfants. La mère et ses enfants, lorsqu'ils ont des soucis, ils s'adressent au chef de la maison. Et lui, cher papa, merci et courage à vous pour vos efforts inégalables au quotidien. Bonne suite de nos programmes sur la première. À bientôt.